Bonjour et bienvenue à la troisième et dernière partie du cours sur les plans quasi-expérimentaux. Dans cette troisième partie, on va traiter des plans de recherche ou, les protocoles à cas unique. Le chapitre en lien avec les protocoles à cas unique, c'est celui de Bouchard et Cyr que vous allez retrouver sur Moodle. Donc, les protocoles à unique. Au début du cours, vous avez sûrement peut-être vous aviez sûrement une impression, une intuition que vous vouliez soit être plutôt dans le domaine de la recherche ou plutôt dans le domaine de la clinique. Les étudiantes et les étudiants en psycho baignent souvent dans un ou l'autre des scénarios. Et puis, au tout début du cours, j'avais dit que comprendre la rigueur scientifique, comprendre la méthode et la démarche scientifique est importante tant pour le chercheur que pour les cliniciennes et les cliniciens. Parce que vous allez voir que dans les deux cas, le chercheur, lui ou elle, cherche à comprendre ce qui cause quoi ou comment manipuler quelque chose pour avoir un effet voulu ou un effet voulu. On peut penser à la clinicienne comme exactement la même chose, dans le sens que la clinicienne veut comprendre quelque chose, puis veut manipuler quelque chose pour avoir un effet voulu. La grande différence entre le contexte de recherche un peu plus global auquel on a beaucoup référé dans le cours à date, c'est qu'on a des grands N, on a plusieurs groupes, ou on a deux groupes, on a plusieurs participants, l'échantillon est beaucoup plus grand. Ici, alors que la clinicienne, elle s'intéresse davantage à une personne ou un scénario très spécifique. Bon, ben, tout ce qu'on a appris dans la démarche scientifique à date s'applique à un contexte à protocole unique. C'est-à-dire que les mêmes questions de validité de la mesure, la fiabilité de la mesure, la maturation, la validité interne de l'étude, entre guillemets, s'appliquent autant aux recherches qu'on a évaluées à date, ou les autres exemples qu'on a regardés à date, qu'au plan à protocole unique ou au protocole unique. Alors, en général, les protocoles à cas unique, c'est l'étude intense d'un individu ou d'un petit groupe ou un contexte très spécifique. Et puis, l'étude cible un individu plutôt que la généralisation d'une population. Alors que les études avec un grand N, on souhaite essayer de généraliser à d'autres contextes, à d'autres populations, ce qui est la validité externe de l'étude. Dans les protocoles à cas unique, en fait, on souhaite simplement comprendre davantage quelque chose de spécial, quelque chose de spécifique, quelque chose de particulier, puis on veut même pas généraliser, parce qu'on dit, ben regarde, ce contexte est tellement particulier qu'on veut mieux le comprendre, lui en elle, pour voir, mais est-ce qu'il se réplique ou est-ce qu'il ne se réplique pas. Alors, on ne vise pas la généralisation, on vise pas la généralisation dans des protocoles à cas unique. Il y a deux grands types de protocoles à cas unique. C'est les études de cas, qui sont essentiellement qui sont non expérimentaux, dans le sens qu'il n'y a pas de manipulation, on n'intervient pas, c'est simplement une étude de cas, une étude de la réalité ou l'étude du phénomène naturel. Et il y a les cas uniques. Alors ça, je vous rappelle que ça ressemble beaucoup plus à des pré-expérimentaux, à un cas ou à un groupe. Alors là où les cas uniques, on souhaite quand même évaluer l'effet d'une intervention, l'effet d'une manipulation, l'effet de quelque chose que la clinicienne ou le chercheur va vouloir faire auprès du groupe ou de la personne. Donc, les études de cas, ce sont des études intensives d'un individu ou d'un groupe, comme on vient de dire par rapport au protocole à cas unique. Cependant, l'information est très détaillée, ou on souhaite aller chercher beaucoup d'informations très détaillées, généralement sous forme d'écrit. Alors, on veut aller vraiment creuser puis comprendre, et puis on va faire une étude très détaillée de la situation particulière ou du cas très, très, très spécifique. L'information est plutôt rétrospective et a pour objectif de communiquer la complexité et la nuance des cas ou du cas. Alors souvent, on va passer à travers les souvenirs du participant, le souvenir de la patiente ou du patient, puis on va essayer de reconstruire un peu la vie, l'expérience, le vécu, pour ensuite là, essayer de comprendre ou porter des évaluations par rapport à ce cas-là. Un exemple très populaire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Oliver Sacks. Il parle de cas, c'est un neuropsychologue qui
qui écrivait beaucoup sur des cas en neuropsychologie qui étaient très, très, très spéciaux et très particuliers. Alors, je pense qu'il y a un livre un livre qui était... Ben, oui, il y avait un livre. Je sais qu'il y avait un cas dans un de ces livres où l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, qui décrit des cas très spéciaux, très drôles, on pourrait dire, très particuliers de cas neuropsychologiques. Alors, ce qu'il faisait, c'est qu'il reconstruisait le vécu des patients pour les décrire et puis voir un peu c'était quoi leur perspective c'est ça, leur vécu de leur perspective. Et puis, il donnait aussi une explication de pourquoi ou comment est-ce que ça se passait. Vous voyez que c'est très descriptif, puis c'est rétrospectif, dans le sens que c'est très difficile de prédire ce qui va se passer plus tard ou de voir ce qui va se passer plus tard. Il n'y a aucune généralisation ailleurs. C'est plus dans la description de ce qui s'est passé ou le passé. Les avantages, souvent, on va s'attarder au cas unique ou à l'étude de cas pour des cas très intéressants, très particuliers. Ça illustre, c'est un cas qui illustre ou contredit une théorie. Alors, des fois, il y a des exceptions à la règle. Et puis, pour bien comprendre la règle, on doit bien étudier les exceptions. Les cas uniques peuvent aussi susciter des nouvelles hypothèses ou des nouvelles idées ou des adaptations à la théorie ou aux idées générales. Les cas, c'est souvent des cas qui démontrent des résultats préliminaires. On peut utiliser une étude de cas pour, soit comme projet pilote ou pour semer une idée. Si on voit quelque chose de particulier, on va étudier le phénomène pour bien comprendre le phénomène, pour bien comprendre le contexte dans lequel le phénomène se passe. Et puis là, on peut voir, peut-être qu'on pourrait extraire ou on pourrait créer une idée, une hypothèse, une étude un peu plus générale. Les études de cas aussi sont relativement peu coûteuses, dans le sens que c'est un participant. Alors, tu sais, dépendamment de comment on organise l'étude de cas, ça peut être relativement très peu coûteux. Les inconvénients, il y a un manque de contrôle, il y a plusieurs menaces à la validité interne, et puis il n'y a aucune généralisation possible. Alors, une étude de cas, c'est la réalité pour ce cas-là, et c'est tout. Pour voir à quel point ça se généralise, mais là, il faut rentrer dans un autre type de recherche pour permettre à faire une généralisation ou pour regarder à la validité externe de cas. Mais encore là, je répète que les protocoles à cas unique n'ont pas comme objectif la généralisation. C'est pour vraiment comprendre le contexte, le domaine très particulier, pour ensuite là extraire, pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire de ces cas particuliers ou de ce contexte très spécifique. Les protocoles à cas unique sont davantage ce que vous allez trouver dans la clinique, ou comme si vous êtes clinicienne, si vous devenez clinicienne, vous allez très probablement utiliser une variété puis différents types de protocoles à cas unique. Alors, avant de rentrer dans les protocoles à cas unique, il faut réaliser que la majorité, si pas tous les protocoles à cas unique, utilisent des mesures répétées, c'est-à-dire qu'on veut faire une évaluation avant, on veut faire une évaluation pendant, puis on veut faire une évaluation après l'intervention ou la manipulation. Alors, s'il va y avoir des mesures répétées, il va y avoir des évaluations répétées. Alors, peut-être pas nécessairement des mesures à échelle Likert, mais il va y avoir une évaluation quelconque répétée. Ce qui est aussi important par rapport au protocole à cas unique, c'est le niveau de base. Alors, on veut stabiliser le comportement, on veut évaluer, on veut arriver à un point où le comportement ne change pas avant d'intervenir. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de modifications du comportement, si le comportement varie beaucoup de semaine en semaine, de session en session, on a beaucoup moins de confiance par rapport à si l'intervention a un effet sur le comportement. Pourquoi? Parce que quand on ne fait rien, le comportement, c'est des montagnes russes. Alors, souvent, ce qu'on va vouloir essayer de faire avant d'intervenir ou avant de tester l'intervention, c'est d'évaluer puis d'arriver à un niveau de base qui est stable. Une fois que le niveau de base est relativement stable, c'est là où l'intervention va nous donner des indications comment est-ce que l'intervention modifie ou change le comportement.
Quand je veux dire comportement, je pense comportement physique, là, mais aussi il y a les pensées, ça pourrait être considéré comme des comportements. Les émotions, ça pourrait être pensé comme des comportements. Alors, comportement au sens large du terme. Et puis, un peu en lien avec le niveau bas, c'est que on veut arriver à une stabilité du comportement cible avant de commencer l'intervention. Alors, on veut établir un niveau de base, stabiliser le comportement pour ensuite là, commencer l'intervention pour voir si l'intervention modifie, change ou a une influence sur le comportement cible. Donc, le protocole le plus commun, le plus pas nécessairement le plus populaire, mais le plus simple, c'est un protocole AB. Alors, A réfère dans tous les scénarios à niveau de base ou sans intervention, puis B, souvent, ça réfère quasiment tout le temps à l'intervention. Alors, vous voyez ici qu'il y a 7 observations pour évaluer le niveau de base. On voit que le niveau de base monte et diminue, monte un petit peu, puis on peut voir qu'il est sensiblement autour du 5,5. Alors, on pourrait dire que le comportement s'est stabilisé autour du 5,5 selon l'échelle. On n'a aucune idée ce que veut dire le 5,5, mais ça n'a pas d'importance. Une fois qu'on a plusieurs évaluations de niveau de base, c'est là où on va rentrer avec l'intervention, qui est B, puis là, on va voir mais en quoi est-ce que l'intervention influence le comportement. Puis on voit qu'après l'intervention, il y a des semaines ou des observations 8 jusqu'à 15. Alors, on a 7 observations pré, puis on a aussi 8 observations post. Pour voir, bien, regarde à quel point. Maintenant, le montant d'observation que vous faites avant et après, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de plusieurs différentes choses. Mais l'important, c'est de voir... On ne peut pas juste faire un pré-post avec une évaluation pré puis une évaluation post parce que ça ne nous donne pas assez d'informations sur la stabilité du comportement, puis ça nous donne très peu de confiance par rapport à ce qu'on l'intervention a réellement un effet ou pas. Alors, on veut élargir un peu le laps de temps ou le temps pendant lequel on fait nos évaluations pour donner un peu plus de confiance que ce qu'on fait a réellement un effet. Si on a le temps, puis si on peut, bien, on peut utiliser un protocole ABA, c'est-à-dire que même chose, niveau de base, intervention, mais après l'intervention, bien là, on va arrêter l'intervention. C'est-à-dire qu'on va voir si après l'intervention ou si arrêter l'intervention, le comportement va augmenter. Alors, disons qu'on fait de la méditation pendant l'intervention, c'est de la méditation. Avant la méditation, on est stressé. Pendant la méditation, on est moins stressé, puis on est correct. Puis là, si on arrête de méditer, puis là, si on voit qu'on augmente aussi le stress encore, puis là, on a encore plus de confiance que cette méditation, cette intervention a l'effet qu'on pense qu'elle a. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, elle aurait un effet bénéfique, mais c'est en méditant qu'on peut réduire le stress. Alors, c'est pas juste le temps de l'année, c'est peut-être pas... ça pourrait être le temps de l'année, c'est une autre menace, mais on a plus de confiance que le premier protocole à AB, où on a juste le niveau de base et puis l'intervention. Encore là, on rentre dans les différentes tous les différents acronymes pour les différents protocoles, mais le principe demeure pareil. Alors, on pourrait faire A, B, A, puis ensuite, là, retourner encore B. Alors, le B est la méditation, par exemple. Alors, pendant les périodes de A, le monde sont stressés. Pendant les 2 périodes de B, ou de méditation, c'est moins stressé. Mais là encore, ça nous donne encore plus de confiance. On peut encore là, le compliquer, A, B, A, B, A, B, on continue. Ou on peut l'utiliser opposé. On peut commencer avec l'intervention, voir en quoi est-ce que commencer avec l'intervention pour voir c'est quoi le niveau pendant l'intervention, arrêter l'intervention pour voir qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas, puis ensuite là, réintégrer l'intervention. D'accord? Pour des différentes raisons, on pourrait penser, mais pourquoi? Ça dépend du contexte, mais on pourrait peut-être commencer avec l'intervention, arrêter l'intervention pour assumer que ça va diminuer ou augmenter, puis ensuite là, avec l'hypothèse que quand on va revenir avec l'intervention, puis là, le comportement va soit s'améliorer ou va s'améliorer. On peut aussi avoir un protocole où on insère une deuxième observation, une deuxième intervention, Alors, on ferait premier niveau de base, première intervention, puis peut-être une deuxième intervention pour consolider la première intervention, ou pour améliorer, ou pour alterner, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, vous voyez comment est-ce que, tout dépendamment de ce qu'on souhaite faire, notre objectif, et puis ce qu'on souhaite tester, on utilise les niveaux de base et le niveau d'intervention, le temps d'intervention pour évaluer, est-ce que ça devrait augmenter, ça devrait améliorer à ce temps-ci, puis ça devrait s'aggraver pendant ce temps-ci.
Il y a aussi les protocoles expérimentaux à niveau de base multiple. Puis là, c'est là où ce qu'on demande on fait des protocoles avec plusieurs participants, ou essentiellement avec plus qu'un participant ou plus d'un client. Alors, ici, c'est essentiellement 2 protocoles ABA qui sont en parallèle. Alors, un premier participant, on ferait un niveau de base pour 4 semaines, l'intervention pour un autre 4 semaines, puis ensuite, là, encore là, retour au niveau de base pour un autre 8 semaines. Pour le deuxième participant, bien là, on ferait un niveau de base pour 8 semaines, une intervention pour 4 semaines, puis là, un niveau de base pour 4 semaines. Simplement pour voir, bien, lorsque le participant est dans la phase B, bien, c'est là où on devrait voir l'amélioration du comportement. Peu importe le laps de temps. Alors, dans le premier, c'est décalé, l'intervention est décalée. Alors, le premier participant devrait montrer des comportements bénéfiques plus tôt. Pourquoi? Parce que l'intervention vient plus tôt par rapport au deuxième participant ou le deuxième protocole, où ce que l'intervention vient plus tard. Alors, on devrait voir l'amélioration plus tard. Alors, c'est essentiellement 2 protocoles à cas unique en simultané ou avec des interventions décalées. Alors, manière plutôt graphique de vous montrer le même exemple, c'est, il y a plusieurs lignes puis il y a beaucoup de couleurs, mais si vous regardez, par exemple, la ligne orange, alors la ligne orange, c'est le premier participant, où pour les premières 4 semaines, il y a les niveaux de base. Pendant la période B, qui est l'intervention, on voit qu'il y a une diminution du stress, par exemple. On voit qu'il y a une diminution du stress pendant la période B pour la ligne orange. Puis lorsqu'on retourne, puis on arrête l'intervention, on voit qu'il y a graduellement une augmentation du stress, une augmentation du comportement négatif. Ce qui indique que, bon, mais pour ce participant-là, il semble comme quoi l'intervention semble avoir fonctionné, puisqu'il y a une modification lorsqu'on fait l'intervention, puis on retourne un peu à la normale après quand on arrête. Pour le deuxième participant, on voit que en fait, c'est différent parce que pendant le niveau de base, il y a le laps de temps ou le niveau de stress. Pendant la première période, ce qu'il faut regarder le A, moi-même, je me suis mêlé dans le graphique. Alors là, pour la période A, qui est la ligne jaune, alors on regarde à la partie en haut du graphique, on voit que pendant les 8 semaines de pré-test, ou de niveau de base, le comportement est relativement stable. Lorsqu'on rentre dans la période B pour le participant 2, la ligne jaune, on voit qu'il y a une réduction, puis ensuite, là, quand on arrête, là, il y a une légère augmentation. Alors, vous voyez comment est-ce que ça nous donne plus de confiance que ce qu'on fait a un effet bénéfique, puisque lorsqu'on agit, on voit une modification du comportement. Est-ce qu'on peut comparer les 2 participants? Non, parce que c'est 2 participants totalement séparés ou totalement indépendants et puis non équivalents, on pourrait dire. Mais au moins, on a à 2 reprises une réplication de l'effet, dans le sens qu'à 2 reprises, on a intervenu lorsqu'on voulait intervenir, puis on a eu l'effet bénéfique pour les 2 cas à 2 différents temps. Alors, ça nous donne plus d'informations, une meilleure rigueur scientifique par rapport, c'est pas la meilleure rigueur scientifique, mais compte tenu du contexte, puis compte tenu des circonstances dans lesquelles on se trouve, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour l'instant. Et puis, c'est clair que dans la validité interne de ce genre de protocole, elle est meilleure que le protocole ABA, simple, parce que ici, on a 2 scénarios qui évaluent ou qui contrôlent pour la maturation du participant. Alors, le simple fait de faire de la pratique ou d'avoir une routine pour 16 semaines, d'aller voir quelqu'un ou de faire partie d'un groupe, ainsi de suite, peut avoir un effet. Alors, on voit ici que à travers les 6 semaines, l'intervention est décalée. Donc, on voit que la maturation, c'est pas la maturation qui cause l'effet, c'est davantage l'intervention. Alors, c'est le genre de scénario qui nous permet de prendre le meilleur le meilleur scénario malgré les compromis qu'on doit faire avec la situation. Alors, je vous invite à lire le chapitre 5 du livre de Bouchard et Cyr, qui est un PDF que vous allez trouver sur Moodle. Sur ce, on a fini avec les plans quasi expérimentaux. Alors, sur ce, on se voit la semaine prochaine.